Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la mécanique céleste et les satellites. Alors l'objectif du chapitre est d'étudier le mouvement des astres, donc que ce soit des planètes autour du Soleil ou bien des satellites, alors qui peuvent être naturels comme la Lune autour de la Terre par exemple, ou artificiels, les satellites météo ou de télécommunications qu'on envoie autour de la Terre. Alors tout d'abord, il faut savoir que le mouvement des astres, c'est pratiquement toujours une ellipse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ellipse Une ellipse, on le verra un petit peu d'un point de vue mathématique dans le TP, une ellipse c'est un petit peu une forme comme ça, hein, c'est-à-dire une ellipse elle est définie par ce qu'on appelle des foyers, elle a deux foyers pour être tracée, deux points principaux, et il se trouve que le Soleil représente un des foyers, et autour de ce Soleil vont tourner les différentes planètes, notamment la Terre. Alors, on peut faire une approximation, et c'est celle qu'on fera dans tout le chapitre pour les calculs, c'est de considérer que finalement cette ellipse, c'est un cercle, et alors on verra on le détaillera, hein, pour certaines planètes, c'est une approximation assez correcte, qui n'est pas parfaite mais qui est assez correcte, alors que pour d'autres, elle est complètement fausse. Donc ici, on va considérer notamment le mouvement de la Terre autour du Soleil. On va considérer donc qu'elle a une trajectoire parfaitement circulaire. Alors pour étudier le mouvement de ces planètes, donc on va évidemment essayer de déterminer accélération, vitesse. On va se placer dans un référentiel héliocentrique, c'est-à-dire dont le Soleil est le centre, et considéré bien évidemment comme galiléen. Et puis on va se placer donc dans un repère particulier, le fameux repère de Fresnel qu'on a déjà détaillé au chapitre 5. Ce fameux repère de Fresnel qui tourne avec l'objet étudié et qui est composé de deux vecteurs unitaires, le vecteur normal n et le vecteur tangentiel qui, comme son nom l'indique, est tangent en tout point à la trajectoire. Et bien entendu, les deux vecteurs sont perpendiculaires. Alors je vous rappelle la définition de l'accélération dans le repère de Fresnel. La démonstration est hors programme, mais elle a été faite dans le chapitre 4. Donc l'accélération normale vaut v carré sur r, avec r la distance entre le centre du Soleil et le centre de la Terre, ici si c'est l'astre étudié. Et l'accélération tangentielle vaut la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on peut commencer, maintenant qu'on sait ça, qu'on a rappelé ça, une étude précise et détaillée de l'accélération notamment. Alors la méthode est toujours la même, hein, quand on fait de la mécanique. On définit le système, donc là par exemple on va étudier le mouvement donc, de la Terre autour du Soleil, donc c'est la Terre, de masse mt, assimilée à son centre de masse, son centre de gravité, le référentiel héliocentrique supposé galiléen, et on fait le bilan des forces. Au niveau du bilan des forces, à cette échelle-là, on a simplement la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. Cette force gravitationnelle, donc on peut noter force gravitationnelle du Soleil sur la Terre, elle vaut grand G fois la masse de la Terre fois la masse du Soleil, divisé par la distance entre la Terre et le Soleil au carré, et portée selon un vecteur unitaire U. Donc si on dessine par exemple le Soleil ici, la Terre ici, c'est une force attractive, donc cette force, elle est comme ça. Ça, c'est la force exercée par le Soleil sur la Terre. Et notez comme je l'ai mis, le vecteur unitaire, il serait comme ça, le vecteur unitaire petit u, puisque j'ai mis un moins devant. Bon, tout simplement. En norme, bien évidemment, il ne reste que ce terme-là, G fois la masse de la Terre fois la masse du Soleil sur la distance RT, sur la distance R au carré. Bien évidemment, comme on va se placer dans le repère de Fresnel, on comprend vite que si je dessine le repère de Fresnel, on a le fameux vecteur t ici tangent et le vecteur n ici. Donc finalement, cette force EF, elle est dans le même sens que le vecteur n, d'où le signe plus qui est là, enfin qu'on ne voit pas puisque le plus on ne le note pas. Donc cette force gravitationnelle, elle est purement normale. Ensuite, on applique bien évidemment le PFD, le principe fondamental de la dynamique, qui consiste à dire que la somme des forces extérieures au système, donc le système ici c'est la Terre, est égale à la masse fois l'accélération.
Bien évidemment, le système étudié, c'est la Terre, donc c'est la masse de la Terre. Somme des forces, c'est la force gravitationnelle, donc grand G fois la masse de la Terre fois la masse du Soleil, divisé par le rayon entre les deux au carré, porté par le vecteur n. Donc, je peux mettre un vecteur n, qui est égal à masse de la Terre fois l'accélération. Donc l'accélération, il y a une partie bien évidemment normale et une partie tangentielle. Donc l'accélération normale, elle est selon t, et c'est la masse de la Terre fois l'accélération... pardon, c'est un t, hein. L'accélération normale selon n. Par identification, on voit que ce qui est selon n, c'est l'accélération normale. Donc on voit que l'accélération normale, elle vaut, on voit que la masse de la Terre se simplifie, d'ailleurs dans les trois parties, hein. Donc elle vaut grand G fois la masse du Soleil sur le rayon entre la Terre et le Soleil au carré. Et on a l'accélération tangentielle, on n'a aucun vecteur, hein. C'est comme si on avait 0 selon le vecteur t. Donc par identification, 0 est égal à AT. Donc AT vaut 0. On a ici établi les équations horaires de l'accélération. L'accélération normale vaut g fois la masse du Soleil sur la distance entre les deux au carré, et l'accélération tangentielle est nulle. Donc c'est simplement identifier un principe fondamental de la dynamique. Ensuite, on peut déduire des petites choses de tout ça. Comme l'accélération tangentielle est nulle, et que par définition, attention, comme c'est dans le repère de Freinet, on a expliqué en première partie que dans le repère de Freinet, l'accélération tangentielle, elle valait la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais on a dit que c'était nul. Si la dérivée de la fonction v de t, parce que je rappelle que la vitesse, a priori, elle dépend du temps, est nulle, ça veut bien dire que la vitesse est constante, si on fait une primitive. Donc v est une constante. Donc on sait que la norme de v est constante, on a ce qu'on appelle un mouvement uniforme. De plus, on sait qu'il est circulaire, parce qu'on a une trajectoire circulaire, donc on peut parler de trajectoire circulaire uniforme. Donc là, on a montré que le mouvement était uniforme grâce à cette partie. Donc par exemple, la Terre a une orbite quasi circulaire et sa vitesse est toujours voisine de 30 km par seconde. Au contraire, la comète de Halley, elle a une orbite très elliptique, c'est vraiment une ellipse, et sa vitesse varie énormément, entre 1 et 55 km par seconde. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes circonstances. La vitesse de la Terre est à peu près toujours constante, celle de la comète de Halley pas du tout, parce que dans un cas, on peut vraiment faire l'approximation, la Terre a une trajectoire circulaire, et dans l'autre, c'est purement elliptique. Maintenant qu'on connaît l'accélération, bien évidemment, on peut remonter à la vitesse. Alors, on sait que, toujours, puisqu'on est dans le repère de Freinet, on sait que par définition, et la démonstration a été faite dans le chapitre 4, que l'accélération normale vaut la vitesse au carré sur r, r étant la distance entre la Terre et le Soleil. Et on vient de montrer que l'accélération normale, elle vaut grand G fois la masse du Soleil sur le rayon carré. On a donc une équation très simple où il suffit d'isoler la vitesse. Donc la vitesse au carré, si je passe le r de l'autre côté, je multiplie tout par r, ça fait grand G fois la masse du Soleil sur r, et donc si je veux v, je prends la racine, c'est donc racine de gms sur r. Attention, petit piège, il faut bien prendre le rayon en mètres. Dans la plupart des énoncés, il est donné en kilomètres, donc attention de bien avoir le rayon en mètres, les masses en kilogrammes, et forcément la vitesse sera en mètres par seconde. Comme on a une trajectoire circulaire, on peut s'intéresser à la période de révolution, c'est-à-dire
le temps nécessaire à la Terre pour faire un tour autour de son orbite, c'est-à-dire un tour autour du Soleil. On est bien d'accord qu'on considère une trajectoire circulaire. Du coup, finalement, la distance parcourue autour d'un cercle, hein, si là on a le Soleil et la Terre qui parcourent ce cercle, finalement, cette distance-là, c'est ce qu'on appelle le périmètre du cercle. Le périmètre du cercle, ou la longueur du cercle, c'est 2π fois le rayon. Donc on sait que la distance à parcourir, c'est 2π fois le rayon, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Or, on connaît l'expression de la vitesse. Une vitesse, c'est quoi? Une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Si on l'applique ici, dans le cas qui nous intéresse, on sait que la distance à parcourir, c'est 2πr. Le temps, c'est la fameuse période qu'on recherche, et ça, c'est égal à la vitesse dont on connaît l'expression. Eh bien, on remplace la vitesse par l'expression qui est fournie ici, c'est-à-dire racine de grand G fois la masse du Soleil sur R, qui vaut 2π R sur T. Il nous suffit simplement d'isoler T, et une fois qu'on a isolé T, on connaît parfaitement l'expression de la période de révolution, c'est-à-dire le temps que met la Terre pour faire un tour autour ici du Soleil, en fonction des divers paramètres. Donc la méthode ici, comme on a une racine, consiste à tout élever au carré. Donc si on élève tout au carré, si on le fait à gauche, il faut bien évidemment le faire, enfin on n'est pas obligé de le faire comme ça, on peut faire plus simplement, en le laissant, on ne met pas au carré, on va simplement isoler grand T, c'est sans doute plus simple. Donc grand T, il vaut 2πr divisé par le terme sous la racine. C'est un peu plus simple. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Voilà. Et si on veut encore un petit peu transformer ça, donc, pour avoir une seule grande racine, ça fait 2π, une seule grande racine. Attention, la racine carrée, c'est comme si on avait une puissance 1,5. On peut voir ça comme ça. Donc ici, grand R, c'est comme si on avait racine de R carré. J'ai un peu de mal à faire le carré. Voilà. Et donc, du coup, quand on va multiplier, ça va faire, par l'inverse, ça va faire un R au cube. Donc ça fait R cube sur grand G fois ms. Exactement la même expression qui est là. Donc c'est une façon d'isoler T. Le rayon, c'est la distance Terre-Soleil, on connaît. Grand G, 6,67 10-11, et la masse du Soleil, on connaît aussi. Donc on peut aisément faire l'application numérique. Alors maintenant, on s'intéresse aux satellites géostationnaires. Alors qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire? C'est un satellite qui va finalement tourner autour de la Terre à la même vitesse que celle-ci. Donc il faut y avoir plusieurs conditions pour être un satellite géostationnaire. Il doit décrire un cercle dans un plan perpendiculaire à l'axe des pôles, et ce plan est nécessairement celui qui contient l'équateur terrestre. Le sens du mouvement, bien évidemment, c'est le même sens que celui de la rotation de la Terre, autour de l'axe des pôles, il ne faut pas aller dans le sens inverse. Et puis surtout, c'est ça qui est important, la période de révolution doit être égale à la période de rotation propre de la Terre, c'est-à-dire au jour sidéral. C'est le temps que met la Terre pour faire un tour complet sur elle-même. Donc ce n'est pas tout à fait 24 heures, ce n'est pas la même définition que le jour solaire. Là, c'est exactement 23 heures, 56 minutes, 4 secondes, si on voulait être encore plus précis. Ça, c'est vraiment le temps précis que fait la Terre pour faire un tour complet sur elle-même. Donc, on reprend pour trouver l'altitude d'un satellite géostationnaire. Eh bien, c'est pas trop difficile. On va reprendre ce qu'on vient de démontrer tout à l'heure, à savoir que la période d'un satellite, c'est 2π racine de R sur GMS, sauf qu'on l'applique bien évidemment à la Terre. Donc on prend la même formule,
T, c'est 2π racine. Donc là, c'est entre la Terre. On est bien d'accord que l'astre qui est le satellite. Le satellite tourne de façon circulaire autour de la Terre. Donc voilà le satellite qui est là, qui tourne. Donc on applique cette formule. La distance, c'est le rayon de la Terre qui est là, plus l'altitude du satellite. Donc l'altitude, c'est entre la surface de la Terre, ici, hein. Donc on a bien RT plus H au cube, rayon de la Terre, divisé par grand G, et évidemment, là maintenant, on ne tourne plus autour du Soleil, hein. Le satellite tourne autour de la Terre. Et ça, c'est la période de révolution du satellite géostationnaire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver à quelle altitude, donc finalement de trouver le petit h, se situe ce satellite. Donc, pour faire ça, là, on n'a pas trop de solution. Il faut isoler tout simplement h dans cette équation. Donc, une des solutions consiste à passer le 2π de l'autre côté. Je rappelle que là, on a une multiplication. Ça fait t sur 2π est égal à racine de rt plus h cube divisé par g fois mt. On a une racine carrée, donc pour la supprimer, on met tout au carré. Résultat, on aura t carré sur 4π carré. La racine saute entre guillemets. Donc on a rt plus h au cube sur gmt. On isole le terme en rt plus h, comme on multiplie donc tout par gmt. Ça fait t carré gmt sur 4π carré. Ça fait rt plus h, le tout au cube. Et là, on a donc un cube. Donc pour retirer le cube, on prend ce qu'on appelle la racine cubique. Donc la racine cubique, on la note comme ça. Racine cubique. Et la racine cubique, comme pour la racine carrée, hein, ça fait sauter la puissance 3. Donc ça va nous donner rt plus h. Et donc finalement, j'ai juste à passer le rt de l'autre côté. Et donc racine cubique de tout ça, t carré gmt sur 4π carré moins rt est égal à petit h, c'est-à-dire la hauteur du satellite géostationnaire. Eh bien, la période ici, on la connaît, hein, on l'a calculée, c'est là, la période du jour sidéral. Attention à la prendre en secondes. Donc 86 160, le grand G on connaît, la masse de la Terre on connaît, et 4π carré on connaît. Et le rayon, bien évidemment, le rayon de la Terre, 6400 km, on connaît aussi. Quand on fait l'application numérique, on trouve 36 000 km. Ça veut dire que tous les satellites géostationnaires doivent toujours être placés à environ 36 000 km au-dessus de la surface de la Terre et tourner évidemment dans le même sens que la Terre. Une fois qu'on a ça, on peut aisément calculer la vitesse d'un satellite géostationnaire. On reprend la même formule que tout à l'heure. On avait montré que la vitesse, c'était racine de g fois ici, donc on tourne autour de la Terre, hein, donc c'est la masse de la Terre divisée par le rayon. Le rayon, c'est-à-dire la distance entre la Terre et le satellite, c'est donc le rayon terrestre plus la hauteur. On vient de démontrer que ça fait 36 000 km, à mettre en mètres, attention, au carré. On fait l'application numérique. Grand G vaut 6,6710-11, la masse de la Terre, le rayon terrestre, et attention, la hauteur, c'est-à-dire, ça c'est les 36 000, pour être exact, hein, 35 800 km, mais converti en mètres, d'où la puissance 7 au carré. Tiens, d'ailleurs là, j'ai dû oublier le carré, là. Petite faute de frappe. Mais la vitesse est bonne. Et donc, on trouve la vitesse de ces satellites géostationnaires. Les lois de Kepler. On en arrive aux fameuses 3 lois de Kepler. Donc là, elles seront étudiées très très en détail dans un TP. Là, elles sont simplement rappelées.
Donc première loi de Kepler, qu'on appelle aussi la loi des orbites, dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire d'une planète est une ellipse. Et le centre du Soleil occupe ce qu'on appelle l'un des foyers. Donc ce foyer, le Soleil, est placé ici, en ce point F. La planète décrit une orbite, et dans une orbite, il y a un point intéressant qu'on appelle l'aphélie, c'est la distance la plus longue ici au Soleil, et la périhélie, c'est la distance ici la plus courte. Donc on a ces deux points qui sont intéressants, l'aphélie et la périhélie, et là on pourra voir si les vitesses elles sont plus grandes, plus élevées. C'est ce qu'on va voir. Alors une ellipse, il y a un vocabulaire intéressant. La distance A ici, elle s'appelle le demi-grand axe, et la distance B s'appelle, qu'on retrouve là ou là, le demi-petit axe. Et à tout moment, on a la relation dite des ellipses, hein, MF plus MF', où F et F' sont ce qu'on appelle des foyers, c'est 2 fois le demi-grand axe. Donc ça, ce sera très détaillé dans le TP. La deuxième loi de Kepler, qu'on appelle aussi la loi des airs, elle dit que le segment reliant le Soleil, voilà le Soleil par exemple, à la planète balaye des airs égales pendant des durées égales. Si on imagine que pour aller de B1 à B2, on met autant de temps que pour aller de A1 à A2, alors ces deux aires qui sont décrites sont égales. Alors ça implique une chose, ça implique que plus la planète s'approche du Soleil, plus on est dans la situation en B, plus la vitesse est élevée. Au contraire, plus on est loin du Soleil, plus la vitesse est faible. Ça se comprend assez vite puisque finalement, qu'est-ce que c'est qu'une distance ? Une vitesse, c'est une distance sur un temps. Si les deux temps sont égaux, qu'on soit dans le cas A ou dans le coin B, ce qui va changer, c'est la distance. On voit bien que la distance parcourue dans le cas B, elle est plus grande que la distance dans le cas A. Si la distance est plus grande, forcément la vitesse est plus grande. Donc dans le cas B, on a une vitesse élevée, alors que dans le cas A, on a une vitesse plus faible. Bien évidemment, la vitesse, elle sera maximale dans cette zone-là et minimale dans cette zone-là. Et enfin, la troisième loi de Kepler, qu'on appelle aussi la loi des périodes, cette loi nous dit que la période au carré divisée par le demi-grand axe au cube est une constante. Alors, une petite remarque. La constante de la troisième loi de Kepler ne dépend que de l'astre attracteur. C'est-à-dire, l'astre attracteur, qu'est-ce qui attire qui ici? C'est le Soleil qui attire les différentes planètes, notamment la Terre. Donc ici, t carré sur a cube vaudra 4 pi carré sur g fois la masse de l'astre. Ici, la masse, ce serait le Soleil, par exemple. Donc, dans le cas où on considère que les planètes sont des cercles, donc dans notre approximation de trajectoire circulaire, le A, le demi-grand axe, c'est le rayon. C'est le rayon donc, qu'on mettra au cube, par exemple pour la Terre. Donc par exemple, si on étudie ça entre la Terre et le Soleil, la troisième loi de Kepler entre la Terre et le Soleil, ce sera T au carré sur R cube, R étant le rayon entre la Terre et le Soleil, qui vaudra 4pi grand G fois la masse du Soleil, puisque le Soleil est l'astre attracteur, c'est lui qui a la plus grande masse, c'est lui qui attire la Terre. Et comme c'est donc une constante, puisqu'on est bien d'accord que ça, 4pi, pi c'est une constante, grand G c'est une constante, et la masse du Soleil c'est une constante, comme ça c'est une constante, ce sera valable pour tous les astres qui tournent autour du Soleil de façon circulaire. Donc cette relation est vraie pour la Terre, si là je prends la période de la Terre et le rayon entre la Terre, la distance entre la Terre et le Soleil, mais ce sera vrai pour Mars, pour Vénus, etc., pour toutes les planètes du système solaire. Donc on peut écrire que T Terre au carré sur rayon Terre au cube est égal à T Mars au carré sur R Mars, etc., est égal à 4 pi carré fois grand G fois la masse du Soleil. Donc cette loi, elle s'applique évidemment pour les planètes, mais elle s'applique aussi pour tous les corps en orbite elliptique autour d'un astre. C'est vrai pour la Lune, qui tourne autour de la Terre, c'est vrai pour un satellite météo autour de la Terre, tout ce qui tourne autour d'un certain astre attracteur. Là, l'astre attracteur, c'est la Terre, donc on prend la masse de la Terre pour la fameuse constante. Voilà pour ce chapitre.
qui n'est pas très difficile si on a bien compris les chapitres précédents. Et vous aurez des précisions, bien évidemment, sur notamment les lois de Kepler dans le TP. Bon courage et bonne étude!